Alors, je voudrais faire aujourd'hui une courte vidéo dans laquelle je souhaite répondre très brièvement aux commentaires qui ont été faits sur les deux précédentes vidéos. Enfin, les vidéos de reprise, dirais-je. Alors, j'ai pas pu y répondre par écrit, à la fois parce que ça aurait été trop long, et parce que, là aussi, c'est une des anomalies de YouTube, c'est qu'ils font assez régulièrement sauter. En tout cas, c'était comme ça dans la version précédente. Ils font sauter les commentaires ou les réponses qu'on peut faire. Bon, voilà. Donc, je vais revenir à 2-3 points qui ont été abordés. Et alors, je vais répondre à une intervention, enfin plusieurs même, signée par Tradition et Culture, que je remercie pour ces interventions. Et qui me parlait tout d'abord de la question de l'isolement, dit-il, des Algériens en France. C'est-à-dire, pour dire autrement, du manque d'organisation, etc. Ce qui est parfaitement exact, mais il faut dire que c'est pas une affaire de bonne ou de mauvaise volonté, c'est tout simplement parce que structurellement, aujourd'hui, il est devenu impossible de se considérer comme un groupe, que ce soit les Algériens ou les Nord-Africains en général. Et je vais y revenir dans 2 secondes. Mais avant, je voudrais faire un petit point, encore une fois, de nature historique, pour dire que ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, que la volonté d'essayer de se regrouper, de s'organiser, etc., c'est une vieille histoire. Je répète, l'immigration algérienne est une très vieille immigration. Elle a plus de 120 ans. C'est un point que certains ont du mal à comprendre. Ça ne veut pas dire que chacun, à titre individuel, est là depuis 120 ans. C'est pas ça. Ça veut dire qu'en tant que communauté, ça fait 120 ans qu'on trouve des gens venus d'Algérie en France. Et là encore, je précise, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Ça veut juste dire que depuis 120 ans, on a constitué de facto une communauté. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc c'est une vieille immigration. Elle a connu des grands moments d'organisation. Évidemment, les plus grands moments d'organisation sont ceux liés au mouvement national. Depuis l'ENA, l'étoile nord-africaine, en passant par le PPA, et puis ensuite, pour finir, avec la Fédération de France du FLN, et après indépendance, il y a eu un pullulement d'organisations. Pullulement. Les organisations officielles, enfin l'organisation officielle, qui était l'amicale des Algériens en Europe, qui était liée donc à l'État algérien, et qui se présentait un peu comme la continuatrice de la Fédération de France du FLN. Ce qui était évidemment faux. Mais enfin, c'était leur discours officiel, qui avait une certaine influence, et qui a disparu, comme vous le savez, après les émeutes, etc., l'effondrement de 1988 en Algérie, et qui a conduit à la dissolution de ce qu'on appelait à cette époque-là les organisations de masse, qui étaient liées au FLN. À l'époque où le FLN était le parti officiel unique en Algérie. Bref, je rappelle brièvement. Mais surtout, il y avait, à côté donc de cette représentation officielle, il y avait une quantité incroyable de groupes politiques. Faut connaître l'histoire de la communauté algérienne en France. Malheureusement, les plus jeunes ne la connaissent pas. Et moi, j'ai eu la chance, bon, compte tenu de mon âge qui n'est pas encore canonique, mais enfin qui est déjà commence à être un peu avancé, j'en ai connu beaucoup. Hein. Il y avait des organisations strictement politiques qui étaient à 99%, qu'est-ce que je dis, à 100%, disons marxistes ou national-marxistes. Ça allait du PRS, le parti de Boudiaf, hein, qui voulait dire parti de la Révolution socialiste, en passant par le FFS, d'Aït Ahmed, le Front des forces socialistes. Il y avait toutes les organisations d'extrême gauche. Alors, il y en avait des quantités, je vous dis pas. Alors, je vais pas donner les noms parce que bon, les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir. Ils ont jamais eu entre leurs mains, les brochures, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Hein. Il faut se souvenir que quand même, je parle d'une époque
où il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait rien de tout ça, hein. Le seul moyen de s'informer, etc., c'était les rassemblements, c'était les réunions publiques, c'était les brochures, les tracts et les bouquins. C'était comme ça fonctionnait. Il y avait donc ces courants de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais alors il y en avait je vous répète, des quantités immenses. Il y avait tous les courants qu'on peut qualifier de berbéristes à l'époque, qui étaient qualifiés comme ça, qui eux-mêmes d'ailleurs étaient divisés en plusieurs groupes ou en sous-groupes. Il y avait évidemment le plus fameux, le plus connu, qui était l'Aglaoui Maziren, c'est-à-dire l'Académie berbère, dirigée par Bessoud Mohamed Arab, un type absolument remarquable dans son genre, hein. Ceux qui auraient l'occasion de lire ces bouquins feraient bien de les lire parce que c'était quelque chose. Disons, il représentait le courant berbérisme et un courant qu'on peut qualifier de droite. Et sur la question religieuse, c'était le seul pratiquement qui, disons, n'était pas absolument anti-religieux. Mais alors, rigoureusement, pour le reste, anti-régime, anti-arabisation, dites ce que vous voulez, hein. Bon. Puis à côté de ça, il y avait tous les courants berbéristes, notamment ceux qui relevaient de l'université Paris-Vincennes, qui est devenue plus tard Saint-Denis, qui étaient des courants beaucoup plus à gauche, ou même presque à l'extrême gauche. Etc. Bon, je vais pas faire le recensement de tous les groupes, il y en a eu tellement, franchement. Et puis tout ça, je fais quand même remarquer, c'est ça le point essentiel, et qui va expliquer la suite, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de groupe islamiste. Il n'y en avait pas. Et vous entendez bien, il n'y en avait pas. Les premiers islamistes qu'on a vus arriver, ils sont arrivés à la fin des années 80 et au début des années 90. Et encore, c'était même pas des groupes politiques, c'était des groupes comme le Tablir. Hein, le Tablir, qui était un groupe de prêcheurs, etc., qui prenaient le retour à la religion, etc., mais qui n'étaient pas des groupes à proprement parler politiques. J'ajoute, pour parler de la communauté, pas seulement algérienne, mais qui s'élargit au nord-africain, c'est évidemment le mouvement Beur. 83, 84, 85, etc., et ces suites, qui ont occupé un peu une partie de la jeunesse poétisée, une partie seulement, mais ça s'est décomposé assez rapidement, parce que autant les mouvements anciens politiques, qui soient ceux que j'ai déjà cités, hein, issus du FLN historique, issus de l'extrême gauche, issus du courant berbériste, c'était des courants politiques de très bon niveau. Très bon niveau. Le mouvement Beur était quand même très faible. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Il était très faible. Et rapidement, il a été non pas manipulé, parce que ce n'est pas vrai, contrairement à ce que raconte par exemple un Soral qui raconte que c'est SOS Racisme qui a pris en main les cités, les banlieues dans les années 80. Ça, c'est évidemment pas vrai. SOS Racisme n'est jamais rentré dans les cités, jamais rentré dans les banlieues, n'a jamais eu aucune influence chez les Nord-Africains. Ce qui est vrai, c'est que les courants issus du mouvement Beur, il y en a eu plusieurs, il y en a à Lyon avec le mouvement, comment il s'appelait-il déjà, Lyon banlieue, des courants comme à Paris qui s'appelait le MJA, Mouvement de Jeunes Arabes, etc. Bon, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Il y en a eu un peu partout, hein, mais j'ai plus tous les noms en tête. Mais ceux qui voudraient. Au passage, il n'y a même pas d'histoire de tout ça, hein, puisque l'histoire, c'est pas nous qui l'écrivons, nous on n'écrit rien. On parle même pas. C'est toujours les autres qui la font pour nous, hein, et des incompétents qui la font. Voilà. Donc, j'ai fait ce petit rappel historique pour dire que la situation dans laquelle nous sommes vient de loin. On n'est pas arrivé comme ça, ce n'est pas vrai, on a une histoire. On a une histoire. Pas parce que malheureusement plus personne ne la connaît, qu'elle n'existe pas. Et alors, tout ce long prologue pour arriver un peu à la situation actuelle.
Je dirais que dans la situation actuelle, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Parce qu'on a, au fond, on n'a même plus de communauté. On a une communauté au sens, d'un point de vue philosophique, phénoménologique, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît comme un tout, c'est-à-dire les Nord-Africains, par exemple. Encore que vous remarquerez que l'idéologie dominante, elle, essaye de nous, je le dénonce depuis le début, Étienne, essaye de nous enfermer dans quelque chose qu'ils appellent l'islam. Communauté musulmane, qui est une arnaque absolue. Absolue. Je vois pas comment on pourrait nous mettre, nous. C'est pas qu'on est meilleur, hein. Quand je dis nous mettre, nous, c'est pas une pose comme ça de supériorité. Mais comment on pourrait nous mélanger, nous, avec des subsahariens, des Bangladeshis, des Albanais ou je ne sais quoi. Tous ces groupes humains sont différents. Et c'est une fiction de vouloir les enfermer dans une seule communauté. Ma question est, au nom de quoi, de toutes les communautés qui existent, par exemple en France ou dans le monde, nous serions la seule qui doit être désignée par sa confession? C'est absurde. Vous voyez bien qu'il y a une arnaque là-dedans. C'est illogique. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas, par exemple, des catholiques? Par exemple, au lieu de dire français, dire catholique. Mais parce que c'est pas possible. D'ailleurs, beaucoup de Français ne se reconnaîtront jamais dans le catholicisme. Dire qu'il y a une civilisation catholique dans laquelle il y a des Polonais, des Péruviens, des Indiens péruviens et des Camerounais. Et personne ne se reconnaîtrait, en tout cas le Polonais, c'est sûr, mais ni le Péruvien d'ailleurs, ne se reconnaîtront dans une pareille pseudo-civilisation. C'est une arnaque. Bon, alors maintenant j'en viens à la réponse plus précise, c'est que pourquoi est-ce qu'on, franchement, aussi déplaisant que ce soit à dire, mais on ne peut plus penser en termes d'organisation au sens classique. Tout simplement parce que notre communauté est explosée. Quand je dis notre communauté, je parle pas seulement des Algériens, je parle des Nord-Africains en général. Mais on peut prendre les Algériens à part, si on veut. C'est le même résultat. Comment faire tenir des gens qui sont en désaccord absolument sur tout? Sur tout. Qui n'ont pas les mêmes expériences. Entre la vieille immigration, ou les gens issus de la vieille immigration, entre ceux qui sont arrivés plus récemment, disons les 20 dernières années, puis ceux qui viennent d'arriver là maintenant. Parce que le processus de notre communauté, la réalité de notre communauté, c'est qu'elle est par palier. C'est-à-dire qu'il faut la considérer à la fois en termes de flux et en termes de stock. Et le résultat idéologique, pratique, social, etc., est très contrasté. Et ensuite, les origines régionales. Où forcément, la conséquence, c'est que les gens ne voient pas le monde de la même façon. C'est un fait. C'est comme ça, ils n'ont pas les mêmes expériences politiques. Vous avez la différenciation entre groupes politico-confessionnels, politico-religieux, tous ceux qui se réclament du courant islamo-dingo, pour être clair, et ceux qui ne veulent plus rien avoir à faire avec ces courants-là. Le fait qu'ils soient algériens, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Ça ne va pas en faire une communauté. Voilà. Donc c'est pour ça, je dis, malheureusement, dépasser la situation actuelle, en effet, d'isolement, d'atomisation, comme dit l'ami qui a signé Tradition Culture, c'est vrai, c'est vrai. Mais la situation actuelle est telle que on n'y pourra pas grand-chose. Alors bien sûr, il y a eu le mouvement du Hirak, qui a semblé, par exemple dans l'immigration, qui a semblé donner l'apparence de surmonter toutes ces contradictions. Mais c'était que pour un temps, c'était que pour un temps. Parce que le réel revient toujours. C'est comme ça. Hein. On ne peut pas cacher les contradictions comme on cache des poussières sous le tapis. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je suis un peu désolé de faire cette réponse un peu qu'on pourrait considérer comme triste, mais elle ne l'est pas. Hein. Parce que je pense, moi, que le vrai combat, il est d'abord un combat intellectuel. C'est d'abord un combat historique, politique, etc. C'est là que ça se situe, parce que c'est là que règne chez nous, c'est le règne de la confusion, hein, totale. Hein. Et là, ce que je viens de dire, c'est vraiment à gros traits, parce que je pourrais y passer des heures, hein, et entrer dans un très grand niveau de détail. Voilà. Donc sur ce point-là, je n'irai pas un peu plus loin en espérant
avoir un peu répondu à ton message. Alors, il y a eu également l'intervention de Tradition Culture sur la question, à partir du cas d'Erkiosen, du fait que possiblement on assisterait à une sorte de déstabilisation de notre communauté en éliminant politiquement, judiciairement, etc., des gens qui seraient nos représentants. Alors, il évoque le nom de Tarek Ramadan, puis bon, celui d'Erkiosen. Bon, sur ce point, je serai beaucoup plus réservé avec toi. D'abord, sont-ce réellement nos représentants? Ben non, c'est pas nos représentants. Ni Erkiosen, ni Ramadan, ni je sais pas qui encore. Les 10 vedettes, hein, on pourrait montrer leur tête là. Les 10 vedettes des réseaux qui font le buzz islamique en France sont des représentants de rien du tout. Même au sein des courants, disons, islamo-dingo, ils sont même pas unanimes. Même entre eux, c'est pas ça. On sait très bien qu'ils s'anathèment, qu'ils s'excluent, qu'ils se promettent tous le feu de l'enfer mutuellement. Oui, non. Et par ailleurs, encore une fois, contrairement à ce que disent la propagande officielle en France, soutenue d'ailleurs, aidée par les groupes islamo-dingo, notre communauté ne peut pas être enfermée dans ce qu'ils appellent l'islam. C'est une arnaque. Alors, je ne reviens pas dessus, hein, mais j'espère faire une vidéo dès que je pourrai sur tout l'ensemble de cette question d'islam, de communauté musulmane, etc. Parce que c'est une pure falsification. C'est une arnaque, hein, c'est une arnaque idéologique dont il faut sortir au plus tôt. Plus tôt on sera sorti de ça, mieux ce sera pour tout le monde. Mieux ce sera pour tout le monde. Parce que pour le moment, c'est pas nous qui avons le jeu en main. Hein. C'est l'ennemi. Hein. Ben oui. Il donne une définition arbitraire. Et nous, ben, on se complaît à la répéter, à y adhérer et à la défendre. Un coup, c'est Burkini, un coup, c'est... je sais pas trop quelle connerie, c'est le hijab, c'est le machin. Enfin bref, c'est la barbe, 15 cm, 16 cm réglementaire, ou je sais pas quel propos abrutissant il faudrait suivre et adhérer. Faut pas, tout simplement. Je réponds, il ne faut pas. Bon. Ensuite, les cas sont assez différents. Tarek Ramadan n'a pas été déstabilisé comme l'a été Erkiosen. Tarek Ramadan s'est auto-déstabilisé. Faut dire que le cas, c'est quand même un cas, ce type, hein, qui nous pompe l'air avec ses bonnes mœurs, etc. Et qui a été impliqué dans 5, 6, 7 affaires avec des bonnes femmes, d'histoires de viol, de maltraitance, de sadisme, même avec une handicapée apparemment. Donc le gars, quand même, il est atteint. Hein. Alors bien sûr, certains diront, oui, mais bon, ces bonnes femmes n'auraient pas dû le suivre et tout ça pour recevoir des leçons particulières coraniques dans des chambres d'hôtel. Ça, c'est évident. Ça me fait penser, vous savez, à l'histoire Weinstein. Weinstein, ce producteur de cinéma qui a invité des jeunes actrices, ou des moins jeunes, dans sa chambre pour étudier le contrat. Sans déconner. Il va étudier le contrat. Bon, ben là, c'est pareil. Elle pensait qu'elle allait rencontrer Allah dans une chambre d'hôtel avec Tarek Ramadan. Évidemment, c'est pas Allah qu'elles ont rencontré. Ça, c'est clair. Bon, je vais pas insister. Bon, voilà. Et il faut quand même être raisonnable. Ce Tarek Ramadan, c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, c'est vraiment l'un des titres de toute cette bande qui m'a toujours le plus énervé. Parce que vraiment, c'est une imposture de A à Z. D'abord, c'est pas un Nord-Africain. On va me dire, oui, mais tu vas faire du racisme avec les Égyptiens. Non, ce n'est pas un Nord-Africain. Ce n'est pas un type qui est issu de notre histoire à nous. C'est quand même simple à comprendre. C'est quelqu'un qui vient c'est le petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan. D'accord? C'est un type qui vient de la bourgeoisie égyptienne.
Même si Hassan el-Banna était à l'origine un instituteur, mais après, sa descendance, etc., les frères musulmans en général se sont fait un peu de pognon. Hein, la question, c'est d'ailleurs de savoir d'où ils l'ont eu. Passionnant comme sujet. Bon, ces types ont immigré en Suisse, ils n'ont pas immigré à Gennevilliers ou dans les quartiers nord de Marseille. Hein. Ils n'ont pas vécu dans des bidonvilles ou dans les cités ou dans des caves comme certains. Pas, ils n'ont pas passé leur enfance dans des caves comme certains, je répète. Je connais le sujet. Donc voilà, faut arrêter de dire n'importe quoi. Ces gens n'ont rien à voir avec nous. Mais ils nous ont été imposés par les mêmes. Voilà. Moi, je me fous totalement de Tariq Ramadan et tous les autres, il faut dire. Le cas d'Irkiyoussen, je vais l'expliquer, je ne veux pas revenir dessus, c'est un cas particulier. C'est un gars d'ici, c'est un Nord-Africain. Si idéologiquement, c'est une pure catastrophe pour moi, son cas au sens administratif et politique, c'est autre chose. Parce que c'est une leçon pour toute la communauté. Voilà. C'est une opération de déstabilisation politique, administrative, juridique et psychologique. Voilà. À partir de ce que je viens de dire précédemment, je voudrais également faire une réponse à notre ami de la chaîne Homme du Maghreb, qui, dans un message, me dit que, en effet, nous sommes victimes, c'est vrai, d'un shadow ban, etc., lui tout comme moi et d'autres, ce qui est exact. Mais il me dit tout cela est dû en réalité à notre communauté. Au fait que les gens de chez nous ne s'intéressent strictement à rien. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et ça, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment. On a une communauté au sens... je répète, pour parler d'un point de vue philosophique, phénoménologique, c'est-à-dire dans son apparence, dans ce qu'elle donne. Mais pas en termes, pas en soi. Vous savez, cette distinction que fait Marx à propos du prolétariat, où il dit qu'il y a le prolétariat en soi et le prolétariat pour soi. C'est-à-dire, an sich, en allemand, en soi, und für sich, pour soi. C'est quoi la différence? C'est que le prolétariat en soi, c'est une donnée statistique. C'est-à-dire que oui, il y a des gens, c'est des prolétaires. On peut les compter, on peut voir où ils habitent, on peut faire des études sociologiques sur leur façon de vivre, etc. Mais ça, c'est un point de vue extérieur. Le point de vue intérieur, le point de vue intéressant, c'est le point de vue lorsque le prolétariat devient prolétariat pour soi. C'est-à-dire lorsque il comprend qu'il est le prolétariat, il comprend l'ensemble du dispositif qui l'a conduit à être ce qu'il est, de sa situation dans l'ordre social et de ce qu'il faut faire pour en sortir. Voilà, c'est la notion de prolétariat pour soi. Alors en réalité, c'est une notion qui vient de la philosophie classique. Hein. Vous la trouvez chez Kant, bien sûr, sur opposition en soi pour soi, le phénomène, le noumen, etc. Bon, pour ne pas alourdir trop la discussion, je reviens donc plus directement au sujet. Il y a donc une communauté tout à fait extérieure, au sens statistique, au sens géographique, au sens ethnique, au sens génétique, au sens racial, au sens de ce que vous voulez. Elle existe, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas une communauté en soi, c'est-à-dire c'est pas une communauté qui a conscience d'être une communauté. Encore une fois, elle est explosée, comme j'ai dit précédemment, elle est explosée en toutes sortes de tendances et de sous-tendances. Tendance sociale, tendance l'origine régionale, l'origine nationale, le rapport à la religion, le rapport à la tamazirt, le rapport à toutes sortes de choses qui font que nous n'avons pas quelque chose d'homogène. Bon, c'est un point. Alors, bien sûr, ça n'explique pas qu'ils ne regardent rien. Bon. Mais alors, on est un peu dans la difficulté tout à fait classique de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que nous sommes mis dans l'ombre, shadowban, nous sommes mis dans l'ombre, que nous ne sommes pas vus, ou est-ce que c'est parce que, indépendamment de ça, les gens ne s'intéressent à rien?
Je pense que les deux sont vrais, hein. Moi, je dirais que l'essentiel est dû au fait que, malheureusement, par rapport à ce que j'ai décrit plus haut, c'est-à-dire jusqu'aux années, disons, la fin des années 80, 2090, où il y avait une communauté, par exemple chez les Algériens, mais c'est vrai pour les autres, hein, je l'ai constaté aussi pour les autres, politisée, diverse mais politisée. Mais surtout, il faut le dire clairement, hein, où le courant islamo-dingo n'existait pas, ou était très très faible, très très faible. Et ça, forcément, ça donnait autre chose. Bon. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, notre communauté n'échappe pas aux réalités de l'époque qui auraient été françaises. Réalités qui sont l'affaiblissement culturel, l'affaiblissement intellectuel, le goût de plus en plus délirant pour la consommation marchande, pour les choses issues de le rôle des influenceurs et influenceuses, le rôle de la télévision, des émissions là, de télévision, je sais même plus c'est quoi leur nom parce que comme je ne les regarde pas. C'est l'avantage de la génération, ouais. C'est plus du tout dans mon univers mental à moi. Voilà, donc comment remédier à ça? C'est très difficile, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire à part continuer notre travail et attendre que les circonstances, parce que les circonstances jouent toujours, fort heureusement, que les circonstances renversent cette situation qui, pour le moment, nous est absolument défavorable. Mais il faut être prêt à pouvoir intervenir et agir quand les circonstances nous deviendront beaucoup plus favorables. Et personnellement, je ne doute pas que ça finira par arriver. Alors, je vais en rester là pour cette première séance de réponse à vos commentaires. Écoutez, j'espère renouveler l'expérience à l'avenir. Et je répondrai volontiers, dans la mesure du possible, aux questions, objections, de toute nature, que vous pourriez me demander. Ou m'objecter. Voilà. Merci bien et à la prochaine.